Les inondations de 1910. Les Camelots du Roi au secours des sinistrés. Là où la République a versé le sang ouvrier, les royalistes reconstruiront les foyers. Ils n'auront pas besoin d'ajouter à cela une démonstration de la vérité politique. Ce symbole suffira. Le royaliste Armand de Melun en 1864 était des pionniers à fonder la SBM, section française de la Croix-Rouge. Continuellement, les royalistes seront de la Révolution à nos jours à l'écoute de la misère et soucieux de la justice sociale. Comme nous avions salué l'anniversaire de la fondation des Camelots du Roi en 2008, cela fait 100 ans aujourd'hui que ceux-ci, dans un élan spontané, aidèrent les villes et communes touchées par les grandes inondations de 1910. L'imprévoyance gouvernementale était à son comble. Tandis que l'eau submergeait de nouvelles localités, les citoyens se trouvaient désemparés devant les désastres s'amplifiant d'heure en heure. Écoutons Maurice Pugeot. Il faut avoir visité, comme nous le fîmes le soir du 28 janvier, les abords d'Alfortville, et le lendemain, dans Paris même, le quartier de Javel, pour se faire une idée de l'abandon sinistre dans lequel se trouvèrent à ce moment les populations sinistrées. Tout manquait pour aider les citoyens, malgré le dévouement de mariniers et de soldats dans les quartiers parisiens, et la banlieue de Javel, Grenelle, Clichy, Faubourg Saint-Antoine, Alfortville, Neuilly, Gennevilliers, Asnières, Levallois, Issy, Athis-Mont, Vigneux et tant d'autres villes encore. Une image apocalyptique que ces villes sous les eaux, souvent composées de pauvres ouvriers n'ayant plus rien, affamés avec leurs enfants les yeux en larmes, sans ravitaillement, en proie au pillage. L'État avait pratiquement disparu devant le drame. C'est alors que la Fédération nationale des Camelots du Roi, d'à peine 2 ans d'existence, fit face avec ses humbles moyens. Sans attendre, les volontaires royalistes affluèrent pour se mettre à disposition et organiser les secours pour la population dans le désarroi. La plupart de ces volontaires mourront dans le grand conflit qui arrivait, là aussi dans l'impréparation criminelle de la République et la trahison. Pour d'autres, comme Marius Plateau, après y avoir échappé, malgré de nombreuses blessures, ce sera l'assassinat politico-policier le 22 janvier 1923. Les équipes s'organisèrent avec toute la rigueur de l'organisation d'élite des combattants du roi. Ravitaillement en nourriture, charbon et autres, aide, consolation et soupe populaire, ronde en canot contre les pillards. La jalousie républicaine frappa dans le dos, en agressant ses volontaires en divers endroits, comme à Grenelle et Issy-les-Moulineaux. Ces actes scandaleux apportèrent le soutien des plus récalcitrants de la population envers ces royalistes. Mais rien n'arrêta leur détermination dans l'aide envers leurs prochains. À Grenelle et Javel, les Camelots pénétraient dans les réduits les plus escarpés pour apporter la subsistance aux ouvriers, tandis que les étudiants royalistes en médecine prodiguaient soins et consolation. Dans d'autres endroits, comme l'île de Jatte à Neuilly, les habitants dans la boue étaient dans une misère épouvantable, seulement nourris de promesses gouvernementales. Les Camelots travaillèrent sans répit pour y apporter le nécessaire. Imaginons les moyens de l'époque. Rien qu'à Issy-les-Moulineaux, la soupe populaire d'Action française apporta 1000 repas par jour, et pendant 15 jours, apportant des subsides réguliers à 172 familles, c'est-à-dire un total en gros de 822 personnes. Lorsqu'ils devaient partir, les Camelots eurent de nombreux remerciements et des signes de gratitude, démonstration du pays réel face à l'incurie républicaine. Les ouvriers terrassiers syndicalistes révolutionnaires de Valenton et Vigneux disaient que si une organisation politique portait secours, ce ne pouvait être que les Camelots du Roi, rappelant que la République avait été plus prompte à s'occuper d'eux en 1908 pour les fusiller. Imaginons le froid, la souffrance des populations, souvent humbles devant un tel abandon des institutions. Les opérations Camelots de sauvetage continuent sans faillir, souvent même en ralliant opposants politiques et les services institutionnels. Les quelques automobiles disponibles servent au ravitaillement. Les dons en nature et souscriptions sont faits par l'Action française et redistribués aux nécessiteux. Des radeaux furent construits par le camelot menuisier Lacour et plusieurs maisons sympathisantes apportaient leur aide. De toutes parts, les royalistes se mobilisaient pour les collectes de chaussures et vêtements. Les aides étaient délicatement apportées, sans tapage politique, et c'est ce qui faisait la différence avec d'autres comme aujourd'hui encore. On savait que c'étaient les Camelots du roi, et qu'à la différence des partis politiques, aucune place en mairie ne les attendait. Servir son prochain, c'était tout. Écoutons Pierre Delange, s'adressant aux ouvriers d'ici. « Nous sommes venus à vous, parce que tous les Français sont frères, et doivent se secourir dans le malheur. Nous l'avons fait sans intérêt. Il suffit encore pour s'en convaincre de voir les lettres de remerciement, comme celle d'un ouvrier de Vigneux. Ce qui nous a le plus touchés, c'est qu'ils, les Camelots,
n'ont pas voulu profiter de la situation. Ils se sont tus. Les lettres des sociétés de la Croix-Rouge, les curés, les mairies et les sinistrés. Tous les obstacles furent surmontés par l'organisation parfaite des Camelots du Roi jusqu'au dernier acte, la reconstruction des logements ouvriers à Vigneux. N'oublions pas que malgré le combat incessant des royalistes qui, depuis 1789, essaient de redonner au monde ouvrier des protections sociales, la République avait supprimé le dimanche les protections, le capital des corporations et mis dès l'âge de 5 ans les enfants au travail, pendant plus de 10 heures par jour. Les ouvriers d'alors vivaient souvent dans le dénouement, alors imaginons la perte du logement, du travail, des biens sans assurance. Les Camelots décidèrent de créer un bien durable et s'organisèrent pour reconstruire les logements au nord de Vigneux, sur une grande plaine à Villeneuve-Saint-Georges. Cet endroit où Clémenceau et Briand avaient fait verser le sang des ouvriers terrassiers grévistes en 1908, en envoyant les cuirassiers. Les Camelots disaient « Là où la République a versé le sang ouvrier, les royalistes reconstruiront les foyers. Ce symbole suffira. » Plusieurs sociétés sympathisantes se mobilisèrent à l'appel des royalistes et le matériel arriva. Les architectes fournirent l'aide gratuite et les Camelots la main-d'œuvre de l'aube à la nuit. Le 17 février, on commençait les constructions et le 20 avril, 25 maisons étaient prêtes. D'autres furent réparées et certaines transportées vers des lieux plus propices, la boue étant partout. Les femmes royalistes veillèrent à ce que rien ne manquât au foyer reconstruit, comme le mobilier, et y apportèrent tous les soins nécessaires par des visites régulières. Les plus grands noms se mêlèrent aux plus humbles, comme pendant la chouannerie, comme toujours finalement. Une petite image de Jeanne d'Arc, déposée sur chaque maison, fut la seule signature des Camelots du Roi. Les foyers nouvellement reconstruits furent vite tachés des affiches électorales mensongères, des exploiteurs du suffrage universel, avec leurs promesses illusoires. Les Camelots avaient, comme le firent les défenseurs sociaux royalistes avant eux, Berruyer, Demain, La Tour du Pin, Villermé, Bargemont, Demelin et tant d'autres durant le XIXe siècle, soulagés par des actes, les ouvriers, les grands perdants de la Révolution française. Les Camelots du Roi prouvaient encore que nous étions sociaux parce que royalistes.